Tout a commencé avec ce dîner que je préparais depuis des semaines. Ma belle-mère, Béatrice, venait chez nous à Lyon pour la première fois depuis qu'Adrien et moi avions emménagé. J'avais passé toute la journée en cuisine à préparer des quenelles de brochets sauce nantois selon la recette de ma grand-mère, des gougères maison et une tarte tatin, le dessert préféré de Béatrice d'après ce qu'Adrien m'avait dit. Je voulais l'impressionner. Je voulais qu'elle me voie enfin comme un membre de la famille. J'avais mis la table de la salle à manger avec soin, sortant le service en porcelaine reçu à notre mariage, et que nous n'utilisions que pour les grandes occasions. Les verres en cristal brillaient sous la douce lumière des bougies que j'avais disposées stratégiquement pour créer une ambiance chaleureuse. J'avais même placé un centre de table de fleurs fraîches, acheté le matin même au marché. Quand la sonnette retentit, je sentis mon estomac se nouer. Adrien se précipita pour ouvrir pendant que je lissais nerveusement la robe bleue que j'avais choisie pour l'occasion. Béatrice entra avec cet air de supériorité qui la caractérisait, vêtue impeccablement de noir, ses cheveux grisonnants relevés en un chignon si serré qu'il semblait lui étirer les commissures des lèvres. Derrière elle, ma belle-sœur Sophie, qui me salua d'une accolade distante. « Quel petit appartement !» furent les premiers mots de Béatrice après m'avoir fait 2 bises sèches sur les joues. « Et ces rideaux, ils sont nouveaux ? La couleur ne met pas du tout la pièce en valeur. » Adrien me lança un regard qui semblait implorer ma patience. J'avalai ma salive et souris. « Merci d'être venue, Béatrice. Nous avons tout préparé avec beaucoup d'affection. » Le dîner débuta dans une tension palpable. Chaque commentaire de Béatrice était chargé de critiques à peine voilées. Les quenelles étaient trop salées, les gougères manquèrent de cuisson, le vin n'était pas un bon millésime. Sophie acquiesçait à tout ce que disait sa mère, tandis qu'Adrien se concentrait sur son assiette, évitant toute confrontation. « Chloé, ma chérie, » dit Béatrice alors que je servais le dessert, « savais-tu que pour une tarte tatin réussie, le caramel doit être ambré, pas brun? La différence est flagrante au goût. »« Maman, s'il te plaît, » intervint finalement Adrien, « tout est délicieux. J'essaie seulement d'aider ta femme à s'améliorer, » répondit-elle avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Après tout, il est important qu'elle apprenne à cuisiner comme il se doit. Dans la famille Martin, les hommes ont toujours eu des épouses qui étaient de vrais cordons bleus. Je sentis mes joues brûler de honte et de rage contenue. Nous étions mariés depuis 2 ans, et Béatrice continuait de me traiter comme une intruse qui avait volé son fils. Rien de ce que je faisais n'était jamais assez bien pour elle. « Raconte-moi, Sophie, comment ça se passe à ton cabinet ?» demandai-je, tentant de changer de sujet. « Très bien, » répondit-elle avec une certaine fierté. « On m'a proposé de prendre en charge une affaire importante. Papa aurait été fier. » La mention du père d'Adrien, décédé 3 ans plus tôt, installa un silence momentané. Monsieur Michel avait été un magistrat respecté à Lyon, et sa mort soudaine avait profondément affecté toute la famille. Je ne l'avais jamais connu, car Adrien et moi avions commencé à sortir ensemble peu de temps après. Michel a toujours su que Sophie irait loin, dit Béatrice, les yeux brillants. En revanche, il n'a jamais compris pourquoi Adrien a abandonné ses études de droit pour ses bêtises de photographie. Un autre coup bas. Adrien était photographe professionnel, assez reconnu sur la scène locale, mais sa mère n'avait jamais accepté qu'il ne suive pas les traces de son père dans le monde juridique. Ses photographies sont exposées dans des galeries, Béatrice, dis-je, incapable de me retenir. La semaine dernière, il a vendu 3 œuvres à un collectionneur parisien. Béatrice me regarda comme si je venais de blasphémer. « Tu ne comprends pas, Chloé. Tu n'es pas de notre famille. Tu ne connais pas nos traditions, nos attentes. » La salle à manger devint silencieuse. Le silence seulement rompu par le tintement des cuillères contre les assiettes à dessert. Adrien fixait sa tarte, comme s'il pouvait y trouver les mots justes pour apaiser cette situation impossible. Sophie, quant à elle, semblait mal à l'aise, mais pas assez pour défendre sa belle-sœur. Je me levai pour servir le café. J'avais besoin d'un instant pour respirer et me calmer. Dans la cuisine, mes mains tremblaient tandis que je préparais la cafetière. Je ne comprenais pas pourquoi, après 2 ans, Béatrice me rejetait avec une telle véhémence. J'avais essayé de me rapprocher d'elle de toutes les manières possibles. Je l'appelais chaque semaine, je lui envoyais des cadeaux pour les occasions spéciales. J'avais même appris à cuisiner des plats lyonnais traditionnels pour lui plaire. Rien ne fonctionnait. Quand je revins dans la salle à manger avec le plateau de café, Béatrice montrait de vieilles photos qu'elle avait apportées dans son sac. « Regarde, Adrien, celle-ci,
c'est quand tu as gagné le concours d'éloquence au lycée. Ton père était si fier, elle passa à une autre photo. Et celle-là, c'est de notre dîner de Noël il y a 5 ans, avec Isabelle, ta petite amie d'avant. Tu te souviens comme elle cuisinait bien? Une fille d'une bonne famille lyonnaise, comme il se doit. Le coup fut si direct que je le sentis presque physiquement. Je posai le plateau sur la table avec plus de force que nécessaire, faisant légèrement basculer une des tasses et renversant quelques gouttes de café sur la nappe blanche. « Mon Dieu, Chloé !» s'exclama Béatrice. « Vous ne pouvez pas faire plus attention? Cette nappe a l'air de bonne qualité, bien qu'avec cette lumière, je ne puisse en être certaine. » C'est alors que tout a basculé. En tentant d'essuyer rapidement la tache avec une serviette, mon coude effleura le bras de Béatrice, faisant dangereusement vaciller sa tasse de café. Elle ne tomba pas, mais quelques gouttes éclaboussèrent sa robe noire impeccable. Le temps sembla s'arrêter. Je vis son visage se transformer, passant de la surprise à l'indignation, puis à une fureur que je ne lui avais jamais vue. « Maladroite, regardez ce que vous avez fait !» Le cri de Béatrice résonna dans toute la salle à manger comme un coup de tonnerre inattendu. « Ma robe Chanel, avez-vous une idée de ce que ça coûte? » Bien sûr que non, vu d'où vous venez. Je restais paralysée, la serviette encore à la main. Tous les regards étaient fixés sur nous. La tension qui avait grandi tout au long du dîner avait finalement explosé, révélant tout le venin que ma belle-mère avait contenu. « Je suis vraiment désolée, Béatrice, » murmurai-je, en essayant de garder mon sang-froid. « C'est un accident. Je peux nettoyer. Ne me touchez pas !» Elle s'écarta brusquement alors que j'essayais de m'approcher avec une autre serviette. « J'ai toujours su que tu n'étais pas assez bien pour mon fils. Une institutrice d'un village d'Auvergne, sans nom, sans relation, et maladroite par-dessus le marché. Chaque mot était comme une gifle. Je regardais Adrien, attendant qu'il dise quelque chose, qu'il me défende, mais il se contentait de fixer son assiette, le visage blême. Son silence était plus blessant que les insultes de sa mère. « Maman, s'il te plaît » intervint-il finalement, mais d'une voix si faible qu'on l'entendit à peine. « Ne me dis pas de me calmer. » Béatrice se leva, tremblante de rage. « Depuis que cette femme est entrée dans ta vie, tout a changé. Tu as abandonné le cabinet de ton père, tu passes ton temps à faire des photos comme un bohème, tu viens à peine nous voir, elle t'a éloigné de ta famille. Ce n'est pas juste, réussis-je à dire, bien que ma voix semble fluette. Je ne pus terminer ma phrase. Béatrice attrapa la carafe d'eau et avant que quiconque puisse réagir, la jeta dans ma direction. L'eau froide trempa ma robe et une partie de mon visage, mais le pire fut le choc de la carafe contre mon épaule, qui me fit perdre l'équilibre et tomber en arrière, renversant l'une des chaises. La salle à manger plongea dans un silence de mort, seulement rompu par ma respiration haletante, alors que j'essayais de me relever. Sophie avait porté les mains à sa bouche, horrifiée. Adrien s'était enfin levé, mais restait immobile, comme s'il ne savait pas quoi faire. Chloé, commença-t-il. « Tu vas la défendre ?» l'interrompit Béatrice. « Après tout ce qu'elle a fait? Après la façon dont elle a ruiné ta vie ?» Adrien regarda sa mère, puis moi, pris au piège d'une loyauté impossible. Et puis, avec un geste qui me brisa le cœur, il baissa les yeux et dit « Peut-être qu'on devrait tous se calmer un peu. Ce n'était pas une défense. Ce n'était même pas une tentative de me protéger. C'était une reddition. Une trahison si profonde que je sentis quelque chose se briser en moi. Je me relevai lentement, ma robe trempée collant à mon corps, et mes cheveux dégoulinant sur mes épaules. « Je n'arrive pas à croire que tu ne dises rien, » murmurai-je en regardant Adrien droit dans les yeux. « Je n'arrive pas à croire que tu laisses faire ça. Chloé, comprends que ma mère est bouleversée, » répondit-il à voix basse, comme si cela justifiait tout. « Demain, nous en parlerons quand tout le monde sera plus calme. Demain. » C'était toujours demain. Toujours reporter la confrontation. Éviter le conflit. 2 ans de mariage, et il n'avait toujours pas compris que certaines batailles doivent être menées sur le champ, que certaines blessures ne peuvent pas attendre demain pour être soignées. Je regardais autour de moi, cette salle à manger que j'avais décorée avec tant de soin, cette table que j'avais préparée avec tant d'enthousiasme. Tout me parut soudain étranger, comme si j'étais dans une maison qui n'était pas la mienne, dans une vie qui ne m'appartenait pas. « Il n'y aura pas de demain pour cette conversation », dis-je avec un calme qui me surprit moi-même. Je ne serai plus le bouc émissaire de cette famille.
Je ne vais plus m'excuser d'exister. J'ôtai mon alliance et la posai sur la table, à côté de mon assiette de tarte à peine entamée. Le petit bruit métallique résonna dans le silence comme une sentence finale. Béatrice laissa échapper un rire méprisant. Toujours aussi dramatique. Tu vois, Adrien, c'est exactement ce que je te disais. Cette femme n'a ni la classe ni l'éducation pour être une Martin. Vous avez raison, Béatrice, répondis-je, ressentant une étrange libération. Je n'ai pas l'éducation nécessaire pour supporter vos insultes et votre mépris. Et je n'ai certainement pas le sang-froid de voir votre fils se taire pendant que vous m'humiliez. Je me dirigeai vers la porte de la salle à manger, mais avant de sortir, je me tournai une dernière fois vers Adrien. Je t'ai aimé plus que tu ne le mérites. Et j'ai essayé de faire partie de cette famille, au point de me perdre moi-même. Mais c'est terminé. Je sortis de la salle à manger la tête haute, malgré les larmes qui commençaient à brouiller ma vue. Je me rendis directement dans la chambre et sortis une valise du placard. Je n'avais pas besoin de réfléchir à ce que j'allais emporter. À cet instant, la seule chose que je voulais, c'était partir d'ici au plus vite. Je jetai quelques vêtements, mes papiers, mon ordinateur portable et quelques photos. En fermant la valise, j'entendis des voix agitées venant de la salle à manger. Peu importait ce qu'ils disaient, j'en avais assez entendu. Quand je sortis dans le couloir avec ma valise, Adrien était là, appuyé contre le mur, l'air abattu. « Tu ne peux pas partir comme ça, dit-il. Il est tard et il pleut. Où vas-tu aller ?»« Ça ne te regarde plus, répondis-je, en l'esquivant pour atteindre la porte. Ta mère a été très claire sur ce qu'elle pense de moi pendant 2 ans. Et tu as été très clair sur le camp que tu as choisi. Il n'y a plus rien à dire. Chloé, s'il te plaît. » Sa voix était suppliante. « Ma mère n'est pas bien depuis la mort de papa. Tu dois la comprendre. » La comprendre ? Je m'arrêtai, incrédule. Après la façon dont elle m'a traité, après qu'elle m'ait agressé physiquement. Non, Adrien. Celle qui méritait d'être comprise, soutenue et défendue, c'était moi, ta femme, la personne avec qui tu étais censé former une famille. Il tenta de me prendre le bras, mais je m'écartai brusquement. Ne me touche pas. Tu n'as plus ce droit. À ce moment, Sophie apparut dans le couloir. Elle semblait vraiment affectée, les yeux rougis. « Chloé, ne pars pas comme ça, » dit-elle. « Maman s'est énervée, mais on peut arranger les choses. Elle est toujours comme ça quand elle boit un peu trop de vin. Tu vas la justifier, toi aussi ?» demandai-je avec amertume. « Ce sera toujours comme ça ? Elle peut faire tout ce qu'elle veut et nous devons tous la comprendre et lui pardonner ?» Sophie baissa le regard, incapable de soutenir le mien. Elle savait que j'avais raison, mais la loyauté familiale pesait plus lourd que la justice. « Dis-moi au moins où tu vas passer la nuit, » insista Adrien. « Je m'inquiète pour toi. »« Maintenant, tu t'inquiètes, » répondis-je avec un rire creux. « Tu aurais dû t'inquiéter quand ta mère m'humiliait. Tu aurais dû t'inquiéter quand elle m'a jeté une carafe, mais tu étais trop occupé à être le fils parfait pour être un bon mari. » J'ouvris la porte et sentis l'air frais de la nuit sur mon visage. Il pleuvait en effet, une bruine fine mais persistante qui détrempait les rues de Lyon. Ça m'était égal. N'importe quoi valait mieux que de rester 1 minute de plus dans cette maison. « Chloé », la voix d'Adrien était brisée. « Je t'aime. S'il te plaît, ne pars pas comme ça. » Je me retournai une dernière fois, la valise à la main et le cœur en miettes, mais étrangement léger. « Si tu m'aimais, Adrien, tu m'aurais choisi, moi. Mais tu choisiras toujours ta mère, ton nom de famille, tes traditions. Et je ne peux plus vivre comme ça. » Je suis sortie sur le palier et j'ai refermé la porte derrière moi, étouffant toute réponse qu'il aurait pu me donner. Je descendis les escaliers presque en courant, comme si je craignais qu'il me suive. Mais au fond de moi, je savais qu'il ne le ferait pas. Adrien ne s'était jamais battu pour moi, et il n'allait pas commencer maintenant. La pluie s'intensifia tandis que je marchais sans but dans les rues de Lyon. Le quartier du Vieux-Lyon, normalement plein de vie même à cette heure, semblait désert sous l'averse. Les lumières des bars et des restaurants se reflétaient dans les flaques qui se formaient sur le pavé, créant de petits univers inversés à mes pieds. Je ne savais pas exactement où aller. Ma famille était en Auvergne, à plus de 150 kilomètres, et bien que j'aie des amis à Lyon, je ne me sentais pas capable d'expliquer ce qui venait de se passer. Comment admettre que mon mariage s'était effondré en une seule soirée ? Comment raconter que ma belle-mère m'avait agressée et que mon mari n'avait rien fait pour me défendre ? La valise pesait de plus en plus lourd, et mes vêtements trempés collaient à mon corps,
comme une seconde peau inconfortable. Je me réfugiai finalement sous l'auvent d'une boulangerie fermée. Je sortis mon portable de mon sac et vis que j'avais 3 appels manqués d'Adrien et un message. « S'il te plaît, reviens, on peut parler. » J'éteignis le téléphone. Je ne voulais parler ni à lui, ni à personne. Je réfléchis à mes options. Je pouvais prendre un taxi et aller à l'hôtel. Mais il était près de minuit et je n'avais pas beaucoup d'argent sur moi. De plus, l'idée de passer la nuit seule dans une chambre d'hôtel, à pleurer sur un mariage raté, me semblait désolante. Puis je me souvins de Pascal, une collègue de l'école où j'enseignais. Elle habitait près d'ici, dans le quartier de la Croix-Rousse, et nous étions devenus assez amis ces derniers mois. Elle était plus âgée que moi, près de la 50aine, et vivait seule depuis son divorce. Elle m'avait toujours dit que je pouvais compter sur elle pour n'importe quoi. Je rallumai mon portable, ignorant les notifications d'Adrien, et l'appelai. Elle répondit à la 3e sonnerie, d'une voix endormie. « Chloé, qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien ?» Je ne pus retenir mes larmes en entendant sa voix inquiète. « Pascal, je suis vraiment désolée de t'appeler si tard. » Ma voix se brisa. « J'ai besoin d'un endroit où passer la nuit. J'ai eu des problèmes à la maison. Je n'eus pas besoin d'en dire plus. » Pascal était de ces personnes qui comprennent l'essentiel sans avoir besoin de détails. « Donne-moi ta position. Je viens te chercher tout de suite. » 20 minutes plus tard, une petite Seat rouge s'arrêta devant la boulangerie. Pascal descendit avec un parapluie et m'aida à mettre la valise dans le coffre. Elle ne posa aucune question pendant le trajet, me tendant juste un mouchoir et mettant le chauffage au maximum pour que je puisse me réchauffer. Son appartement était petit mais accueillant, décoré de livres, de plantes et de souvenirs de ses voyages. Elle me prêta des vêtements secs, prépara un thé chaud, et ce n'est qu'alors, assise sur son canapé avec des couvertures sur les genoux, qu'elle me demanda ce qui s'était passé. Je lui racontai tout. Le dîner désastreux, les commentaires blessants de Béatrice, l'agression, le silence complice d'Adrien. En parlant, je me rendis compte que ce n'était pas seulement l'affaire de cette nuit. C'était une accumulation de petites humiliations, de critiques constantes, de moments où Adrien avait choisi de plaire à sa mère plutôt que de me soutenir. J'ai toujours su qu'elle ne m'aimait pas, dis-je en séchant mes larmes. Mais je pensais qu'avec le temps, que si je faisais assez d'efforts, Pascal me prit les mains. « Chloé, écoute-moi bien. Il n'y a rien que tu aurais pu faire pour que cette femme t'accepte. Certaines personnes ne veulent tout simplement pas partager leurs enfants, et les enfants qui ne sont pas capables de couper ce cordon ombilical ne seront jamais de bons partenaires. » Ces mots étaient durs mais justes. Adrien n'avait jamais fixé de limites claires avec sa mère, et j'avais été trop occupée à essayer de gagner son approbation pour voir que c'était une bataille perdue d'avance. « Alors qu'est-ce que je vais faire maintenant ?» murmurai-je, plus pour moi-même que pour elle. « Maintenant, tu vas te reposer, » répondit Pascal avec fermeté. « Demain est un autre jour et tu y verras plus clair. Tu peux rester ici aussi longtemps que tu en auras besoin. » Elle m'installa dans sa chambre d'amis, qui était en réalité son bureau avec un canapé-lit. Avant de me laisser seule, elle me serra fort dans ses bras, une longue étreinte qui me fit pleurer à nouveau. Mais cette fois, c'était un pleur différent, presque de soulagement. « Tu es plus forte que tu ne le crois, Chloé, » me dit-elle en se détachant, « et plus libre que tu ne l'imagines. » Malgré l'épuisement émotionnel, j'eus du mal à trouver le sommeil. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le visage de Béatrice, déformé par la rage, ou l'expression abattue d'Adrien quand je lui avais rendu l'alliance. Je repassais mentalement les 2 années de mariage, cherchant des signes que j'aurais manqués, des moments où j'aurais dû réagir différemment. Vers 3 heures du matin, mon portable se mit à vibrer avec insistance. Je l'avais laissé en charge sur la table de chevet à côté du canapé-lit. C'était Sophie. J'hésitais à répondre, mais quelque chose me dit que je devais le faire. « Chloé, c'est toi ?» Sa voix était altérée, comme si elle avait pleuré. « Dieu merci, tu réponds. Je ne savais pas si ton téléphone serait allumé. »« Que veux-tu, Sophie ?» demandai-je froidement. « Il est très tard. C'est maman, » dit-elle entre 2 sanglots. « Elle s'est sentie très mal après ton départ. Au début, on a cru que c'était la tension, que ça passerait, mais... » Elle s'interrompit pour respirer profondément. « Elle est à l'hôpital. Elle a fait un infarctus. » Je sentis comme si le sol se dérobait sous mes pieds. Autant je détestais Béatrice, autant je ne lui souhaitais aucun mal. « Je suis vraiment désolée, » dis-je sincèrement. « J'espère qu'elle se rétablira vite.
Chloé, tu ne comprends pas, continua Sophie. Elle demande après toi. Elle n'arrête pas de répéter ton nom et dit qu'elle a besoin de te voir. Les médecins disent qu'elle est dans un état très grave et que... Sa voix se brisa. Qu'il est possible qu'elle ne passe pas la nuit. Je restais sans voix. Béatrice demandait à me voir. La femme qui, quelques heures plus tôt, m'avait jeté une carafe et m'avait insultée, voulait maintenant me voir dans ce qui pourrait être ses derniers moments. Je ne sais pas quoi te dire, Sophie, répondis-je finalement. Après ce qui s'est passé ce soir, s'il te plaît, supplia-t-elle. Je sais que ma mère t'a traité horriblement. J'ai moi-même eu honte de nombreuses fois de son comportement envers toi. Mais maintenant, elle regrette vraiment. Elle dit qu'elle a besoin de te demander pardon avant de... Elle ne put terminer sa phrase. Je fermai les yeux, sentant un tourbillon d'émotions contradictoires. Colère, compassion, ressentiment, pitié. Tout se mélangeait en moi, créant un nœud impossible à défaire. Où est-elle ? Demandai-je enfin. À l'hôpital Édouard Herriot, répondit-elle vivement. En soins intensifs. Adrien est avec elle, mais elle ne cesse de demander après toi. Je ne promets rien, Sophie, mais je vais essayer de venir. Après avoir raccroché, je restais assise dans l'obscurité, réfléchissant à ce que je devais faire. Une partie de moi voulait ignorer l'appel, laisser Béatrice gérer son repentir tardif sans mon aide, mais une autre partie, peut-être celle qui croyait encore à la rédemption, me poussait à y aller, à écouter ce qu'elle avait à me dire. Je m'habillais en silence, essayant de ne pas réveiller Pascal. Je lui laissai un mot lui expliquant où j'allais et lui promettant de revenir. J'appelai un taxi et, tandis que j'attendais dans le hall d'entrée, la pluie battant sans relâche contre les vitres, je pensais à quel point la vie est étrange, comment elle peut basculer complètement en quelques heures. L'hôpital Édouard Herriot était illuminé comme un phare dans la nuit pluvieuse. Le taxi me déposa à l'entrée des urgences et je me dirigeai vers l'accueil, où l'on m'indiqua comment me rendre à l'unité de soins intensifs. En montant dans l'ascenseur, je sentis un frisson me parcourir le dos. Je ne savais pas ce qui m'attendait, ce que Béatrice pourrait me dire qui justifierait des années de mépris, ni comment je réagirais en revoyant Adrien. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et je vis Sophie assise dans la salle d'attente, les yeux rougis et un gobelet de café entre ses mains tremblantes. En me voyant, elle se leva d'un bond et vint vers moi. « Tu es venue ?» dit-elle, comme si elle n'arrivait pas à y croire. « Merci, Chloé. Ça compte beaucoup. Je ne le fais ni pour toi, ni pour Adrien, » répondis-je sincèrement. « Je le fais parce que c'est la bonne chose à faire. » Sophie hocha la tête, comprenant. « Elle est réveillée, mais très faible. Les médecins disent qu'elle a eu de la chance, mais que les prochaines heures sont cruciales. Adrien est avec elle en ce moment, mais je vais lui dire que tu es arrivé. » Pendant que Sophie allait chercher son frère, je m'assis sur l'une des chaises inconfortables de la salle d'attente, me préparant mentalement à ce qui allait suivre. Je ne savais pas si j'aurais la force de pardonner, ni même si le pardon était ce que Béatrice cherchait. Je savais seulement que, quoi qu'il arrive dans cette chambre, ma vie avait changé pour toujours. Le couloir de l'USI sentait le désinfectant et cet arôme particulier que seuls les hôpitaux possèdent, un mélange de médicaments, de nourriture insipide et de peur. Les lumières fluorescentes rendaient tout irréel, comme si je me déplaçais dans un rêve. Les infirmiers allaient et venaient, à pas silencieux, et le bip constant des machines créait une sorte de musique de fond inquiétante. Adrien apparut dans le couloir. Il avait l'air hagard, les cheveux en désordre et la chemise froissée. Quand il me vit, il s'arrêta net, comme s'il avait vu un fantôme. « Tu es venu, » dit-il d'une voix rauque. « Sophie m'a appelé. Elle a dit que ta mère demandait à me voir. » Je ne pus m'empêcher de remarquer qu'il avait pleuré. Ses yeux étaient rougis et il avait cette expression de vulnérabilité qui m'avait toujours touchée. Mais cette fois, mon cœur resta de marbre. Trop de choses s'étaient repassées entre nous pour qu'un regard puisse tout réparer. « Chloé, commença-t-il, faisant un pas vers moi. « Non, l'arrêtai-je en levant la main. Je ne suis pas venue pour toi. Je suis venue parce que ta mère est malade et a demandé à me voir. Rien n'a changé entre nous. » Il acquiesça lentement, acceptant mes paroles. « Je comprends. Mais je veux que tu saches que je regrette énormément ce qui s'est passé. J'aurais dû te défendre, j'aurais dû... »« Pas maintenant, Adrien, » l'interrompis-je. « Ce n'est ni le moment ni l'endroit. Est-ce que je peux voir ta mère ?» Sophie s'approcha de nous,
brisant la tension du moment. Le médecin dit qu'on peut entrer, mais seulement pour quelques minutes. Il ne faut pas qu'elle s'agite. Je suivis Sophie dans le couloir, consciente qu'Adrien marchait derrière moi. Avant d'entrer dans la chambre, je m'arrêtais pour respirer profondément. Je ne savais pas à quoi m'attendre, ni quoi dire. Comment parler à la femme qui, quelques heures plus tôt, m'avait humiliée, mais qui gisait maintenant, vulnérable, dans un lit d'hôpital? La chambre était petite et dominée par le lit et les équipements médicaux. Béatrice semblait beaucoup plus petite et fragile que dans mon souvenir. Son visage, d'habitude impeccablement maquillé, était pâle et sillonné de rides que je n'avais jamais remarquées auparavant. Elle avait un tube à oxygène dans le nez et plusieurs câbles connectés à son corps. En me voyant, ses yeux s'agrandirent et une main tremblante s'éleva légèrement du lit. Je m'approchai avec précaution, ne sachant pas trop quoi faire. Sophie et Adrien restèrent près de la porte, nous laissant un peu d'espace. « Chloé », sa voix n'était qu'un murmure. « Tu es venue ?»« Oui, Béatrice. Sophie m'a dit que vous vouliez me voir. Assieds-toi » demanda-t-elle en désignant la chaise à côté du lit. « S'il te plaît. » Je m'assis, en gardant une certaine distance. Malgré tout ce qui s'était passé, il y avait quelque chose dans son regard qui me déconcerta. Ce n'était pas le regard hautain et critique habituel, mais quelque chose de plus profond, de plus humain. « J'ai besoin, » commença-t-elle, et elle dut faire une pause pour reprendre son souffle. « J'ai besoin de te demander pardon. » Les mots restèrent en suspens entre nous. Je n'aurais jamais imaginé entendre cette phrase de sa bouche. « Je t'ai très mal traité, » continua-t-elle avec difficulté. « Je n'ai aucune excuse, mais je veux que tu saches pourquoi. » Elle fit une autre pause, et je remarquai qu'elle avait du mal à parler. Le moniteur cardiaque à côté d'elle bipait à un rythme légèrement plus rapide. « Quand Michel est mort, » dit-elle en faisant référence à son défunt mari, « j'ai eu l'impression de perdre tout mon univers. Il était mon pilier, mon compagnon de toujours. Et puis, juste au moment où j'avais le plus besoin d'eux, Adrien a rencontré une fille et a commencé à prendre ses distances avec moi. Je ne pus m'empêcher de ressentir une pointe de compassion. Je savais à quel point cette famille avait été unie avant que je n'entre dans leur vie. J'ai senti que tu me l'enlevais, continua-t-elle. Que tu l'éloignais de nos traditions, de notre cercle. Que tu effaçais le souvenir de son père en lui faisant abandonner le cabinet. Et je t'ai accusé de tout. Béatrice, Adrien a pris ses propres décisions, répondis-je doucement. Il pensait déjà à quitter le cabinet avant de me connaître, et je n'ai jamais essayé de l'éloigner de sa famille. Je sais, admit-elle, et une larme roula sur sa joue. Je le sais maintenant. Mais c'était plus facile de t'accuser que d'accepter que les choses changent, que les enfants grandissent et font leur vie, que le temps passe. Ces paroles me surprirent. Je n'avais jamais vu ce côté d'elle, cette vulnérabilité, cette capacité d'introspection. Quand je t'ai attaqué ce soir-là, dit-elle, la voix brisée, quand j'ai vu la haine dans mes propres actes, je me suis vue de l'extérieur, comme si j'étais une autre personne, et j'ai été horrifiée. Je n'ai pas reconnu la femme que j'étais devenue. Le moniteur se mit à biper plus vite, et je remarquai que sa respiration s'accélérait. « Calmez-vous, Béatrice, » dis-je, inquiète. « Vous ne devriez pas vous agiter. »« Non, » insista-t-elle, s'agrippant à ma main avec une force surprenante. « J'ai besoin de dire ça. Quand tu es partie, j'ai ressenti une douleur ici. » Elle porta sa main libre à sa poitrine, comme si quelque chose se brisait. Et puis la vraie douleur est venue, l'infarctus. Je crois que mon cœur n'a littéralement pas pu supporter le poids de ma propre méchanceté. Ces mots me coupèrent le souffle. Je ne savais pas quoi répondre, comment réagir à cette confession si crue et honnête. « Je ne te demande pas de me pardonner, » continua-t-elle. « Je ne mérite pas ton pardon. Je voulais seulement que tu saches que je suis désolée, que j'ai honte de la façon dont je t'ai traitée, et que si je m'en sors, j'essaierai d'être une meilleure personne. » Le silence qui suivit fut intense. Je pouvais entendre la respiration d'Adrien et de Sophie depuis la porte, le bip constant des machines, et même le murmure de la climatisation. Mon esprit était un tourbillon d'émotions contradictoires, la rancœur accumulée pendant des années, la surprise face à cette confession inattendue, la compassion pour une femme qui souffrait manifestement. « Béatrice, » dis-je enfin, « je ne peux pas promettre d'oublier tout ce qui s'est passé. Ces 2 années ont été très difficiles, mais je peux vous dire que je vous pardonne, et que j'espère que vous vous rétablirez vite.
Une expression de paix se dessina sur son visage. Elle ferma les yeux un instant, comme pour assimiler mes paroles. « Merci », murmura-t-elle. « Je ne mérite pas ta bonté. » À ce moment, le moniteur se mit à biper de façon alarmante. La tension artérielle de Béatrice montait dangereusement. Une infirmière entra rapidement dans la chambre. « Vous allez devoir sortir », dit-elle fermement. « La patiente a besoin de se reposer. » Adrien et Sophie s'approchèrent du lit. Sophie embrassa le front de sa mère et lui murmura des mots d'encouragement. Adrien lui serra la main et promit de revenir bientôt. Je me contentai d'un signe de tête dans sa direction avant de me diriger vers la porte. « Chloé » m'appela Béatrice alors que j'étais sur le point de sortir. « Prends soin de mon fils. C'est un homme bien, même s'il est parfois lâche. » Je ne sus quoi répondre à cela. Alors je sortis simplement de la chambre. Dans le couloir, la lumière était toujours aussi crue, mais quelque chose avait changé. Je me sentais plus légère, comme si un poids dont j'ignorais l'existence s'était dissipé. Sophie resta parler avec l'infirmière, et je me retrouvai soudain seule avec Adrien. Nous nous regardâmes en silence, sans savoir quoi dire. Tant de choses s'étaient passées en si peu de temps qu'il semblait impossible de trouver les mots justes. « Tu vas rester ?» demanda-t-il finalement. « Je ne sais pas », répondis-je sincèrement. « J'ai besoin de temps pour réfléchir. Tout ça a été... trop. » Il hocha la tête, compréhensif. Pour la première fois depuis longtemps, je sentis qu'il me voyait vraiment, non pas comme l'épouse qui devait s'intégrer dans sa famille, mais comme la personne que j'étais, avec mes propres sentiments et besoins. « Je comprends, » dit-il. « Est-ce que je peux t'appeler demain pour te tenir au courant de son état ?»« Oui, tu peux m'appeler, » concédai-je. « Mais seulement pour parler de ta mère. »« Seulement pour parler de ma mère, » confirma-t-il. 3 jours passèrent depuis cette nuit à l'hôpital. 3 jours que je passais chez Pascal, dormant sur son canapé-lit, buvant du thé à toute heure et regardant par la fenêtre la vie continuer dans les rues de la Croix-Rousse. J'avais pris quelques jours de congé à l'école, prétextant des problèmes familiaux. La directrice, qui avait toujours été compréhensive avec moi, ne posa aucune question. Adrien m'appelait chaque matin pour m'informer de l'état de Béatrice. Selon les médecins, elle avait surmonté le pire et avait été transférée dans un service normal. Nos conversations étaient des brèves et formelles, se limitant à échanger des informations sur sa mère. Pas un mot sur nous, sur ce qui s'était passé, sur l'avenir. C'était comme si nous avions tracé une ligne invisible qu'aucun de nous deux n'osait franchir. Sophie m'appela aussi 1 ou 2 fois, se montrant étonnamment aimable. Elle me raconta que Béatrice avait beaucoup changé depuis cette nuit-là, qu'elle était plus réfléchie, plus sereine. Elle avait même mentionné qu'elle voulait parler à un psychologue à sa sortie de l'hôpital. Je ne savais pas si je devais y croire totalement, mais je voulais penser que cette expérience de mort imminente l'avait transformée d'une manière ou d'une autre. Pascal était devenue ma confidente et ma conseillère. Chaque soir, après son retour de cours, nous nous asseyions sur le balcon avec un verre de vin et parlions pendant des heures. Elle m'écoutait sans juger, offrant sa perspective quand je la lui demandais, mais me laissant surtout me vider le cœur. C'est elle qui m'aida à voir que, au-delà de la confrontation avec Béatrice, mon mariage avec Adrien avait déjà des problèmes profonds qui n'avaient pas été abordés. Un homme qui ne te défend pas contre sa propre mère, te défendra-t-il de quoi que ce soit d'autre ? Me demanda-t-elle un soir. Il a toujours été comme ça, répondis-je, m'en rendant compte en le disant. Il a toujours évité les conflits, essayé de plaire à tout le monde, reporté les décisions difficiles. Et tu as porté le fardeau d'être la méchante de l'histoire, ajouta Pascal. L'intruse, celle qui ne s'intègre pas, celle qui n'est pas assez bien. Ces mots me frappèrent avec la force de la vérité. Pendant 2 ans, j'avais essayé d'être l'épouse parfaite, la belle-fille idéale, m'adaptant aux attentes d'une famille qui ne m'accepterait jamais pleinement. J'avais renoncé à des parties de moi-même dans le processus, devenant une version édulcorée de qui j'étais vraiment. Le 4e jour, je reçus un message d'Adrien me demandant de le voir. Béatrice devait sortir de l'hôpital le lendemain et il voulait me parler avant. J'acceptai de le retrouver dans un café près de l'appartement de Pascal, un terrain neutre où nous pourrions parler sans le poids émotionnel de notre maison. Le café Lisboa était un petit établissement chaleureux, décoré de faïences portugaises et de photographies en noir et blanc de Lisbonne et de Porto. J'arrivai 10 minutes avant l'heure convenue et choisis une table au fond, loin de la fenêtre. Je commandai un café crème en attendant, essayant de calmer les nerfs qui me serrèrent l'estomac. Adrien arriva à l'heure, comme toujours.
Il balaya la salle du regard jusqu'à me trouver. Il s'était coupé les cheveux et avait rasé la barbe naissante qu'il avait la dernière fois que je l'avais vu. Il portait une chemise bleue que je lui avais offerte pour son dernier anniversaire. Ce détail me provoqua une pointe de nostalgie. « Merci d'être venu », dit-il en s'asseyant en face de moi. « Tu as l'air en forme. »« Toi aussi », répondis-je, et pendant un instant, nous restâmes silencieux, comme deux étrangers qui ne savent pas par où commencer une conversation. Finalement, Adrien prit une grande inspiration et parla. « Chloé, ces jours sans toi ont été difficiles. J'ai eu beaucoup de temps pour penser, pour réfléchir à ce qui s'est passé, à notre relation. » J'acquiesçai, l'encourageant à continuer. « Je me suis rendu compte que j'ai été un lâche, » dit-il, et le mot sembla lui coûter un effort physique. Pas seulement cette nuit-là, mais pendant tout notre mariage. Toujours à essayer de plaire à ma mère, à éviter de l'affronter, te laissant seule dans des situations impossibles. C'était étrange d'entendre de sa bouche ce que j'avais moi-même pensé ces jours-ci. Une partie de moi voulait l'interrompre, lui dire qu'il était trop tard pour ses réflexions, mais une autre partie avait besoin de l'entendre, avait besoin de savoir qu'il voyait aussi ce qui avait échoué entre nous. « Mon père a toujours été comme ça », continua-t-il. « Il ne contredisait jamais ma mère. Il cédait toujours. Il cherchait la paix à tout prix. Et j'ai appris de lui que c'était la façon de maintenir une famille unie. Mais je me suis trompée. Ce que j'ai fait, c'est détruire la chose la plus précieuse que j'avais. » Ses yeux s'humidifièrent, et je dus résister à l'envie de lui prendre la main. « J'ai beaucoup parlé avec Sophie ces jours-ci, » dit-il après un moment. « Elle m'a fait voir des choses que je ne voulais pas admettre. Comment j'ai permis à ma mère de te traiter? Comment j'ai placé ses désirs au-dessus des tiens, des nôtres? » Le serveur s'approcha pour prendre la commande d'Adrien, interrompant momentanément la conversation. Il commanda un café, et nous attendîmes en silence que le jeune homme s'éloigne. « Comment va ta mère ?» demandai-je, essayant de dévier la conversation vers un terrain plus sûr. « Physiquement mieux. Les médecins disent qu'avec des médicaments et des changements dans son mode de vie, elle pourra mener une vie normale. » Il fit une pause. « Mais le plus surprenant, c'est le changement dans son attitude. Elle est plus calme, plus réfléchie. Elle parle beaucoup de toi, du courage que tu as eu de venir à l'hôpital après la façon dont elle t'a traité. » Je ne sus quoi répondre. Il était difficile d'imaginer Béatrice parler en bien de moi. « Elle veut te voir avant de rentrer à la maison », ajouta Adrien. « Mais elle comprendra si tu ne veux pas. » Je pris une gorgée de mon café, gagnant du temps pour réfléchir. L'idée de revoir Béatrice me provoquait des sentiments mitigés. D'un côté, notre dernière conversation à l'hôpital avait été d'une honnêteté inattendue. De l'autre, je n'étais pas sûre d'être prête à l'affronter à nouveau. « J'y réfléchirai », répondis-je finalement. Adrien hocha la tête, acceptant ma réponse. Puis il sortit une enveloppe de la poche de sa veste et la posa sur la table. « J'ai trouvé ça dans les affaires de ma mère », dit-il. « C'est une lettre que mon père a écrite avant de mourir. Elle m'était adressée, mais elle ne me l'a jamais donnée. »« Pourquoi tu me la montres à moi ?» demandai-je, confuse. « Parce que je crois que tu as besoin de la lire. Je crois que nous en avons tous les deux besoin. » Avec une certaine hésitation, je pris l'enveloppe. Elle était ouverte, et à l'intérieur se trouvaient plusieurs feuilles manuscrites. L'écriture était élégante et ferme, très différente de celle d'Adrien. « Lis-la quand tu seras seule, » demanda-t-il. « Et après, si tu veux, nous pourrons en reparler. » Je gardai la lettre dans mon sac, intriguée par son contenu, mais pas prête à la lire sur place. « Adrien, » dis-je, sentant que je devais clarifier quelque chose. « Le fait que je sois ici, que j'ai accepté de te voir, ne signifie pas que tout redevient comme avant. Je ne sais pas si nous pouvons réparer ce qui s'est brisé cette nuit-là. »« Je sais, » répondit-il avec une tristesse résignée. « Je n'attends pas que tu me pardonnes du jour au lendemain. Je ne sais même pas si je mérite ton pardon. Je veux seulement que tu saches que je comprends ce que j'ai mal fait et que je suis prêt à changer, avec ou sans toi dans ma vie. » Il y avait une sincérité dans ces paroles qui me toucha. L'Adrien que j'avais en face de moi semblait différent de l'homme qui m'avait si souvent déçu, plus mûr, plus conscient. Mais la douleur et la déception étaient encore fraîches, et je n'étais pas sûre de pouvoir lui faire confiance à nouveau. « J'ai besoin de temps, » dis-je finalement. « J'ai besoin d'espace pour réfléchir, pour décider ce que je veux faire de ma vie. Prends tout le temps dont tu as besoin, » répondit-il.
J'ai rassemblé quelques-unes de tes affaires de l'appartement et je les ai déposées chez Pascal ce matin. Je l'ai remercié de prendre soin de toi. Je fus surprise qu'il sache où je logeais. Mais je supposais que la ville était un village et que les nouvelles allaient vite. Et j'ai réservé une chambre dans un appart-hôtel, continua-t-il. Je vais y rester un moment pour que tu puisses retourner à l'appartement si tu le souhaites. Je ne veux pas que tu te sentes mise à la porte. Le geste me prit au dépourvu. C'était attentionné de sa part, plus que ce à quoi je m'attendais. Merci, dis-je sincèrement. J'y penserai. Nous terminâmes nos cafés dans un silence moins tendu qu'au début. Lorsque nous nous quittâmes sur le pas de la porte du café, Adrien se pencha comme pour m'embrasser, mais s'arrêta à mi-chemin, se rappelant peut-être qu'il n'avait plus ce droit. À la place, il me serra légèrement le bras. « Prends soin de toi, Chloé. Toi aussi. » Je le regardais s'éloigner dans la rue, les épaules légèrement voûtées mais la tête haute. Un instant, je ressentis l'envie de l'appeler, de lui dire de réessayer, que nous pourrions peut-être reconstruire ce que nous avions perdu. Mais je me retins. Certaines décisions ne devaient pas être prises avec le cœur, mais avec la tête. Et ma tête me disait que j'avais besoin d'être sûre avant de faire un tel pas. Ce soir-là, assise sur le petit balcon de l'appartement de Pascal, je sortis la lettre qu'Adrien m'avait donnée. La pleine lune éclairait les pages d'une lumière argentée, presque magique. Le papier était épais et jauni, comme s'il avait été conservé longtemps. Je commençais à lire les mots du père d'Adrien, un homme que je n'avais jamais connu, mais qui, selon tous, avait été la colonne vertébrale de la famille Martin. « Mon cher fils », commençait la lettre, « si tu lis ces lignes, c'est que je ne suis plus à tes côtés pour te le dire en personne. Il y a des choses qu'un père doit enseigner à son fils, des vérités qui doivent se transmettre de génération en génération, et je crains de ne pas avoir été assez courageux pour partager avec toi la plus importante de toutes. » Je continuais à lire, de plus en plus absorbée par les mots de cet homme. Il parlait de son mariage avec Béatrice, de son amour profond pour elle malgré son caractère difficile, de la façon dont il avait essayé de protéger ses enfants de ses sautes d'humeur et de ses exigences impossibles. « Mais j'ai commis une erreur, » continuait-il. « En voulant à tout prix préserver la paix, éviter les conflits, j'ai fini par sacrifier ma propre voix. J'ai laissé ta mère régir chaque aspect de nos vies, imposer sa volonté sans jamais la remettre en question. Et même si je l'ai fait par amour, par un sens du devoir mal placé, je vois aujourd'hui que ce n'était qu'une forme de lâcheté. » Je sentis un frisson en lisant ces mots, si similaires à ceux qu'Adrien avait prononcés l'après-midi même. Le véritable amour, Adrien, ne consiste pas à se soumettre ou à plaire aveuglément. Il consiste à avoir le courage de défendre ce qui est juste, même quand c'est difficile, même quand cela signifie affronter la personne que l'on aime. Ne commets pas mon erreur. Ne confonds pas la paix avec la soumission, ni le respect avec la peur. La lettre continuait, parlant de regrets, de moments perdus, d'opportunités manquées. Monsieur Michel écrivait que, sur son lit de mort, son plus grand regret était de ne pas avoir été plus courageux, de ne pas avoir mieux protégé ses enfants de l'influence dominante de leur mère. Mon plus grand espoir, concluait-il, est que tu trouves quelqu'un qui t'aime assez pour te défier, pour attendre plus de toi. Et quand tu la trouveras, mon fils, aie le courage que je n'ai pas eu. Défends-la, protège-la, même contre ta propre famille si nécessaire. Car au final, la seule chose qui compte vraiment, c'est de construire ton propre foyer, un foyer basé sur le respect mutuel et l'amour véritable. Quand j'eus fini de lire, les larmes coulaient librement sur mes joues. Les mots de cet homme que je n'avais jamais connu résonnaient en moi avec la force d'une vérité longtemps ignorée. Était-ce la raison pour laquelle Béatrice n'avait jamais remis la lettre à son fils? Craignait-elle que ces mots ne l'éloignent définitivement d'elle? Pascal me trouva ainsi, pleurant en silence sous la lumière de la lune. Elle s'assit à côté de moi sans rien dire, m'offrant simplement sa compagnie. « Tu veux en parler ?» demanda-t-elle finalement. Je lui parlais de la lettre, de ma rencontre avec Adrien, de la confusion que je ressentais. Une partie de moi voulait croire qu'il pouvait changer, que nous pouvions reconstruire notre relation sur des bases plus solides. Une autre partie craignait qu'il ne répète le schéma de son père, de bonnes intentions qui s'évanouiraient à la première difficulté. « Tu sais ce qui est le plus ironique ?» dis-je. « C'est qu'il a fallu que sa mère frôle la mort pour qu'il comprenne ce que son père a essayé de lui enseigner. » Pascal m'écouta patiemment, comme toujours,
puis me surpris par sa réponse. Peut-être qu'il ne s'agit pas d'Adrien, ni de sa mère, ni même de toi et de ton mariage. Peut-être qu'il s'agit de toi, Chloé, de ce que tu veux pour ta vie. Ces mots me firent réfléchir. Pendant si longtemps, j'avais été tellement concentrée sur le fait de m'intégrer, d'être acceptée par la famille d'Adrien, de sauver mon mariage, que j'avais perdu de vue mes propres désirs, mes propres besoins. « Et si je ne sais pas ce que je veux ?» demandai-je à voix basse. « Alors c'est le moment idéal pour le découvrir », répondit-elle avec un sourire compréhensif. « Parfois, nous avons besoin de perdre quelque chose pour nous retrouver nous-mêmes. » Cette nuit-là, je dormis à peine, ressassant tout ce qui s'était passé, les mots de Michel dans sa lettre, la nouvelle attitude d'Adrien, mes propres sentiments contradictoires. À l'aube, je pris une décision. J'avais besoin de voir Béatrice une fois de plus avant de décider quoi faire de ma vie. L'hôpital était calme à cette heure matinale. Les couloirs, autrefois bondés de visiteurs et de personnel médical pressé, semblaient maintenant plus larges, plus silencieux. Je trouvai la chambre de Béatrice sans difficulté. La porte était entr'ouverte, et je pus la voir assise sur une chaise près de la fenêtre, vêtue d'une chemise de nuit en soie et d'un peignoir assorti. Elle semblait absorbée par la contemplation du lever du soleil qui teignait le ciel de Lyon de tons rougeâtres et dorés. Je frappai doucement à la porte. Elle se tourna et, en me voyant, son visage s'illumina d'un sourire que je ne lui avais jamais vu m'adresser. « Chloé, » dit-elle d'une voix douce, « quelle joie de te voir. » J'entrai dans la chambre avec une certaine prudence, ne sachant toujours pas exactement pourquoi j'étais venue, ni ce que je voulais lui dire. « Bonjour, Béatrice. Je suis contente de vous voir en meilleure forme. » « Assieds-toi, s'il te plaît, » m'indiqua-t-elle le lit, puisqu'il n'y avait qu'une seule chaise dans la chambre. J'espérais que tu viendrais avant ma sortie. Je m'assis sur le bord du lit, en gardant une certaine distance. Malgré notre conversation en USI et son changement d'attitude apparent, les souvenirs de ce dîner désastreux étaient encore frais dans ma mémoire. J'ai lu la lettre de Michel, dis-je sans préambule, celle qu'il a donnée à Adrien. Son expression changea, un mélange de surprise et de résignation. « Alors il l'a trouvée » murmura-t-elle. « J'aurais dû m'en douter. Pourquoi ne la lui avez-vous jamais donnée » demandai-je, bien que je crois connaître la réponse. Béatrice soupira profondément, regardant de nouveau par la fenêtre. Par peur, je suppose. Michel a toujours été une meilleure personne que moi. Plus sage, plus compatissant. Je craignais que si Adrien lisait ces mots, il verrait tous mes défauts, toutes mes failles, qu'il me jugerait comme Michel me jugeait en silence. Il y avait une honnêteté déchirante dans sa voix que je n'avais jamais perçue auparavant. « Michel m'aimait, » continua-t-elle, « mais il ne m'a jamais affrontée, il ne m'a jamais posé de limites. Je crois que ça a fait de moi une personne pire. Quand il est mort, je me suis accrochée à mes enfants comme s'ils étaient une extension de moi-même. Je ne pouvais pas supporter l'idée de les perdre aussi. Et puis je suis apparue, dis-je. Et puis tu es apparue, confirma-t-elle avec un sourire triste. Jeune, belle, indépendante, tout ce que je n'étais plus. J'ai vu comment tu regardais Adrien, comment tu le défiais, comment tu le faisais grandir. Et au lieu de me réjouir pour lui, j'ai ressenti de la jalousie. Un ressentiment si profond que j'ai honte de m'en souvenir. Ces paroles me surprirent. Je n'avais jamais imaginé que Béatrice puisse être jalouse de moi. Pendant ces jours à l'hôpital, continua-t-elle, j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir, pour regretter, non seulement la façon dont je t'ai traitée, mais aussi la façon dont j'ai traité mes enfants toutes ces années, en les contrôlant, en les manipulant, en les faisant culpabiliser de vivre leur propre vie. Elle se tourna vers moi, et je vis que ses yeux étaient pleins de larmes. Je n'attends pas que tu me pardonnes, Chloé. Je n'attends même pas que tu retournes avec Adrien si ce n'est pas ce que tu souhaites. Je voulais seulement que tu saches que je regrette profondément tout le mal que je t'ai causé, et que, quelle que soit ta décision, je la respecterai. Je restai silencieuse, assimilant ces paroles. C'était étrange de voir cette femme, qui m'avait toujours semblé si forte et autoritaire, si vulnérable, si humaine. Merci pour votre sincérité, Béatrice, dis-je finalement. Cela signifie beaucoup pour moi. Puis-je te demander quelque chose ? Dit-elle après un moment. Aimes-tu encore mon fils ? La question me prit au dépourvu. C'était une question que je m'étais moi-même posée ces jours-ci. Oui, répondis-je avec honnêteté. Mais parfois, l'amour ne suffit pas. J'ai besoin de savoir que je peux lui faire confiance, qu'il me défendra quand ce sera nécessaire,
qu'il sera un partenaire, pas seulement un mari. Béatrice hocha la tête avec compréhension. Adrien ressemble à son père à bien des égards, dit-elle. Trop conciliant, trop craintif du conflit. Mais il a quelque chose que Michel n'a jamais eu, l'opportunité d'apprendre de nos erreurs. Et il a quelque chose de plus précieux encore, toi. Avant que je puisse répondre, des pas se firent entendre dans le couloir. Sophie entra dans la chambre, surprise de me voir là. « Chloé, je ne savais pas que tu viendrais, » dit-elle. « Tout va bien ? » ?»« Oui, » répondis-je en me levant du lit. « Je suis juste passée voir comment allait ta mère avant de partir. »« Partir ?» demanda Sophie, confuse. « Où ça ?» Je souris, sentant une légèreté que je n'avais pas éprouvée depuis longtemps. « Je ne sais pas encore, » répondis-je sincèrement. « Mais je crois qu'il est temps de le découvrir. » Je leur dis au revoir à toutes les deux, promettant de rester en contact. Quand je sortis de l'hôpital, le soleil brillait déjà de tous ses feux sur Lyon. Je marchais sans but précis, savourant le sentiment de liberté qui m'envahissait. Je ne savais pas clairement ce que je ferais avec Adrien, si je lui donnerais une autre chance, ou si je poursuivrais mon chemin en solo. Mais pour la première fois depuis longtemps, je sentais que la décision était vraiment la mienne. Mon téléphone vibra dans ma poche. C'était un message de Pascal. « Tout va bien ? J'ai préparé une omelette pour le petit déjeuner. » Je souris et lui répondis que j'étais en route. En attendant le bus qui me ramènerait à la Croix-Rousse, je contemplais la ville qui s'étendait devant moi. Lyon, avec ses rues étroites et ses larges avenues, ses bâtiments anciens et ses constructions modernes, ses contradictions et sa beauté. Comme la vie elle-même, pensais-je. Comme l'amour, comme les relations, comme les familles. Imparfaites, compliquées, parfois douloureuses, mais toujours, pleines de possibilités.